Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy et je suis accompagné de Benoît Simard. Salut Jonathan. Bonjour Benoît. Aujourd'hui, on parle du mot en B, du bikepacking. Le mot en B. Et peu de gens savent que B dans Jonathan Berroy est pour bikepacking. B de Benoît, c'est pour Benoît. C'est bon. Je veux commencer avec une petite histoire. L'histoire du cyclotourisme et comment le bikepacking rentre là-dedans, si tu veux bien. Le vélo, inventé en Europe début 1800, 1820 à peu près, et peu de temps après, le cyclotourisme arrive. Les gens se promenaient d'un village à l'autre et c'était pas toujours pavé avec des vélos. Ça nous amène à 1890 à peu près. On n'est plus à l'époque des Draisiennes. Non, j'allais te dire, 1890, le vélo s'est développé en quelques décennies. Il y a eu les grosses roues, on a ajouté les pédales. Et le cadre en triangle, en diamant, c'est vers 1890. Il y a des freins. Les vélos ressemblent vraiment à ce qu'on voit aujourd'hui. Et j'ai trouvé des photos où il y a des sacs de guidon, il y a des sacs de sel et il y a des sacs de cadre vers ces années-là. Ouais, le fameux porte-bouteille de vin là, dans le triangle des vélos en France. Là. J'ai pas trouvé de photos de ça, mais sans doute. Et ce que j'ai vu, c'est que l'âge d'or, ou en tout cas l'explosion du cyclotourisme en Europe, c'est dans les années 1930, alors que les semaines de 40 heures sont imposées aux travailleurs. Là, dans les usines, les gens travaillent moins, ont le temps d'avoir du repos. Et le train coûte cher, il n'y a pas encore beaucoup d'autos. Et là, les gens se mettent à se promener davantage plus loin, en tout cas. Il y a des premiers tours du monde aussi, là, quelques irréductibles qui font ça. En 1936, on trouve en France des vélos randonneurs de 24 livres avec des freins assez puissants, des dérailleurs arrière et avant, des supports en bagages. Puis dans les années 1940, on trouve même des garde-boue, des pompes intégrées, des lumières à dynamo sur des vélos de moins de 20 livres. Et des on n'a rien inventé en 2023. Vraiment là. pas. Hein? On est allé... des pneus de 35 mm et plus. Tu regardes les photos de ça, ça ressemble vraiment au genre de vélo que j'aime aujourd'hui ou qui a vraiment un renouveau. Le cyclotourisme, comme ça, continue de se développer dans les décennies suivantes. Années 80, t'en faisais partie peut-être. Début du vélo. Pas encore. Là, j'étais plutôt type, peut-être BMX ou tricycle. Là. Début 80, là, non. Tricycle tu faisais pas de vélo de montagne encore dans les années 80? Ça débutait à ce moment-là, en fait. Là, ça sera peut-être une autre histoire, une autre journée, mais c'est les années 80, c'est le début du vélo de montagne. Oui, c'est ça. Venu du vélo de montagne, mais du cyclotourisme en vélo de montagne aussi, mais en même temps, début des courses de vélo de montagne. Et les géométries deviennent plus agressives rapidement. On perd des œillets pour des supports à bagages. Et là, les années 90, selon Jean Leloup, c'est l'heure des télécommunications, mais c'est aussi l'heure des courses montagnardes. Et surtout des sacs de sel fluo et mauve. Est-ce qu'il y avait pas encore de sacs de sel? À cette époque-là, oui. Justement, la petite couleur... des tout petits, oui, des tout petits pour mettre les sel, tubes. Oui. On n'est pas... C'est pas 10 litres encore. Là. En 97, Benoît, le National Geographic publie un article de Roman Dial sur un voyage à vélo de 7 semaines, 1250 km, de la frontière canadienne jusque dans l'ouest de l'Alaska. On peut vraiment dire, est-ce que c'est le début du bikepacking? Je t'en reparlerai dans quelques minutes. Mais donc, il y a des courses, il y a des circuits reculés dans les montagnes. Puis, on doit souvent pousser son vélo. Et c'est là que les sacoches viennent de trop. Parce c'est des événements, tu parles comme le Tour Divide, des trucs de ce genre. C'est vraiment des trucs organisés
par des gens. C'est surtout en Alaska que ça se passe. Il y a pas mal de choses qui viennent de là, en fait. Là. Ben, tu sais, des traversées épiques. Oui, ben, Iditarod, puis... je pense que peut-être que, vu que c'est en hiver, ça prend... peut-être pas en hiver, mais il fait plus froid et ça prend plus de vêtements ou ça prend peut-être un peu plus de stock que si les gens faisaient la même chose en Californie. Mais c'est de là l'idée d'avoir des sacs. En fait, on revient avec des sacs à velcro, des sacs de cadre, tout pour enlever les sacoches. Puis les vélos de montagne qui sont utilisés, qui sont encore dans c'est un vélo tout-terrain. Ouais. Ça, c'est peut-être l'appellation vélo tout-terrain plus que vélo de montagne. Ouais. Là, mais ils ont moins. Donc, on essaie d'enlever les sacoches. En 2007, un gars qui s'appelle Eric Parsons fonde Epic Design, qui va devenir, c'est sûr tu connais la marque, Revelate Designs. J'en ai même déjà eu plusieurs sacs de cette compagnie. C'est ce gars-là qui s'appelle Eric Parsons qui invente ou qui, en tout cas, popularise le terme bikepacking. Puis, lui décrit ce nouveau sport-là comme étant un sport d'ultra-endurance avec des vélos de montagne, des sacs ultra légers, des courses où on n'est pas ravitaillé. Puis, M. Parsons, il y avait beaucoup de philosophie derrière ça aussi, mais beaucoup de réflexion. Et le fameux FKT. Oh là là. Le Fastest Known Time. Donc, c'est quoi du cyclotourisme? C'est quoi du bikepacking? Peut-être une première définition, mais dans ces cas-là, le bikepacking, c'est le vélo qui est important. Et en cyclotourisme, c'est l'aspect tourisme qui est plus important. Peut-être, je pense que j'avais fait la même réflexion que toi par rapport à ça. L'hypothèse, c'est que le bikepacking, on met l'emphase vraiment sur le matériel. Peut-être sur un but à atteindre, un objectif de se déplacer. Il y a quelque chose qui est assez, je pense, spécifique dans le bikepacking, le matériel. Puis cyclotourisme, là, c'est vraiment plus la notion de tourisme, de voyage. Est-ce que ça peut être... Mais à la base, oui. Mais l'idée de ce sujet-là, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, si tu regardes sur Google, là, les termes de recherche mentionnés, à chaque année, tu peux avoir comme à chaque mois, qu'est-ce qui est de plus en plus populaire. Il y a moyen de mettre en parallèle bikepacking et cyclotourisme. Et si tu regardes en, mettons, 2004, 2007, cyclotourisme est très, très, très haut. Les gens recherchent ça. Est-ce que ça peut avoir rapport avec la francophonie versus en fait, c'est bike touring. Okay. Bike touring est super haut. Bikepacking, ça n'existe pas. Et là, à chaque année, bike touring descend. Bikepacking augmente. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne qui recherche du cyclotourisme ou du bike touring. Tout le monde recherche bikepacking. Concrètement, la seule différence, là, la principale différence, c'est la manière que tu vas transporter tes bagages sur ton vélo. Là, c'est vraiment juste un nom. Là, comment tu le vois dans ton ou tes magasins Espresso Sport, cet engouement-là ou ces sacs-là? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le grand public, lui, commence à peine à embarquer dans le bikepacking. Tu sais, c'est pas... là, je comprends qu'est-ce que tu me dis. Le terme, comme tel, il est en progression. Je veux dire, oui, on le voit bien. Là. On dirait que c'est un effort plus marketing que sur le terrain, on va vendre un peu plus de sacs de guidon. Mais tu sais, c'est un nouveau sac de guidon. On se rappelle des sacs carrés, Arkel... que tu pouvais mettre ta carte. Ça existe depuis très longtemps quand même. Arkel font des sacs de bikepacking beaucoup, qui sont excellents. Plus. Mais tu fais référence à, ça peut être Ortlieb aussi, les boîtes à lunch. Là, les boîtes à lunch, exactement ça. Ça existe depuis longtemps. Puis, une boîte à lunch, ça ramène peut-être au cyclotourisme. C'est moins bikepacking qu'un petit Saint-Bernard, là, un petit burrito bag sur le guidon. Là, c'est pas la même... c'est même pas aussi pratique, en fait, le burrito bag quand on y pense. Là. Mais ça, c'est peut-être ça qu'on voit sortir plus aujourd'hui. Effectivement, c'est plus à la mode. Mais les clients, qu'est-ce qui les attire? As-tu vu un changement dans les dernières années? Je pense que c'est encore marginal. La plupart des gens vont s'acheter seulement un sac, comme les sacs vissés sur le dessus du tube supérieur, sur les top tube bags, maintenant. Ça, c'est... On commence à convaincre les gens. Là, je parle de moi en boutique, là, puis c'est notre boutique à nous, c'est pas l'ensemble de la planète Terre, là. Mais je pense qu'il faut encore convaincre la plupart des gens que c'est intéressant, ce principe-là. Il y en a encore qui refusent ça. Donc, moi, je suis pas prêt à croire que c'est si popularisé ou si généralisé que ça, là, le bikepacking. Puis en termes de sacoche,
Ben ça, on n'en vend pas tant que ça non plus. Puis encore une fois, c'est notre chez nous. On en vend quelques-unes. C'est rare que quelqu'un de 18 ans vienne s'acheter des sacoches pour mettre sur un vélo. Mais s'achète des sacs de sel? Mais les gros. Un plus gros sac de sel? Même pas. Non? Non, je crois pas. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez marginal. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est ça que tu as parlé avec Relevate Design. Revelate, M. Parson. Ça demeure quand même quelque chose qui est assez marginal, fait à la main. Je pense que ça, c'est quelque chose qui parle aux gens. Il y a plusieurs petits fabricants qui se découvrent et qui se créent. On dirait qu'à chaque semaine, il y a une nouvelle compagnie, un nouvel artisan qui commence à faire des sacs parce que ça répond peut-être à son besoin à lui. Puis après ça, ben, il partage avec son entourage. Là. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais je trouve ça quand même encore assez marginal d'une certaine façon. Là. C'est pas, c'est quoi... Toi, comme voyageur, ta configuration préférée, est-ce que tu es encore plus... j'imagine que tu t'es promené avec des sacoches? Mais ça, par rapport à la configuration, encore là, ça dépend de ton objectif. Mm-hmm. Je prends par exemple un voyage qu'on a fait en France il y a quelques années. On savait qu'on allait dormir dans des chambres d'hôtel ou qu'on allait aller d'un refuge à l'autre. On n'a pas voyagé avec des grosses valises. On voulait couvrir de la distance. Donc oui, on a utilisé un... En couple? Oui. On avait 2 vélos, là. Ouais. Mais donc là, on a utilisé vraiment des sacs, un gros sac de sel. Un sac de couchage. Cette fois-là, par exemple, on voyageait sans tente, sans sac de couchage, là. Mais on a utilisé vraiment qu'est-ce qui s'apparente peut-être plus au bikepacking. Sac de cadre, sac de guidon, sac un gros sac de sel. Mais d'un autre côté, si je pars d'ici et je vais aller faire un peu de camping pas loin des Laurentides, je préfère avoir des valises, là, vraiment des sacoches où est-ce qu'on peut répartir le poids d'une manière plus stable, peut-être. Donc, ça va. Je pense qu'encore une fois, la configuration, pour moi, elle dépend de l'objectif que j'ai. Est-ce que je veux couvrir de la distance? Je dors comment? Il y a plusieurs choses qui vont affecter ça. Mais donc, c'est affecté par rapport à l'aventure que je vais faire. Il y a certains avantages, certains inconvénients au nouveau sac type bikepacking. Puis dans mon cas, qui est vraiment pas grand, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconvénients avec ces sacs-là. Je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord. On dirait que les sacs de cadre, ça rentre 3 à 7 litres peut-être, dépendant. Puis ça enlève les bouteilles. Tu parles dans le triangle avant? Dans le triangle principal. Mettons, même s'il est au complet. Ouais. Ben, ça affecte les deux. Il y a les demi-sacs de cadre, il y a des sacs de cadre complets. Mais là, après ça, tu as l'histoire de faut que je sorte ma bouteille d'eau de côté. Mais ça, tu vois, encore là, il y a moyen d'adapter en fonction de la saison. Je prends, par exemple, sur mon fat bike. Ouais. J'ai un sac complet qui remplit complètement le triangle avant. Et tu mets ton eau. Je vais mettre. L'eau, on peut la mettre soit dans nos poches pour la garder au chaud. Il faut la garder proche de nous ou dans des thermos que là, tu peux placer ailleurs sur le vélo. Là. Mais concrètement, je vais mettre un manteau là-dedans. Je vais transporter d'autres choses l'hiver que l'été, par exemple. L'été, j'ai un autre vélo. J'ai plusieurs vélos, Jonathan. Je m'en confesse aujourd'hui. Oui. Mais donc, je vais utiliser un sac qui va être pas complet, un peu comme tu parlais, là, qui coupe aux 3/4, qui me permet de mettre des bouteilles quand même dans le cadre. Puis là, je vais chercher peut-être un 4-5 litres là, d'espace. Donc, c'est notre. On peut l'adapter en fonction de qu'est-ce qu'on va faire. Mais je trouve que beaucoup de ces sacs-là, dits de bikepacking, là, de nouvelle génération, c'est comme trouver une solution à un problème qui n'existe pas. À part, mettons, la sacoche large que tu essaies de pousser ton vélo, puis que là, tu es dans ta sacoche. Mais tu sais, j'en ai eu des 4 sacoches, puis j'étais quand même capable de pousser mon vélo malgré tout. Et là, donc, tu n'as pas de sacoche. Là, tu as rendu avec ton sac de cadre. Où est-ce que tu mets tes bouteilles d'eau? Tu la mets dans ailleurs, ça à la fourche ou au guidon. Mais là, moi, je m'accroche les genoux dedans, à moins d'avoir un vélo qui est excessivement très gros long. Genoux. Vous devriez voir les quads de Jonathan. Non. Je comprends pas pourquoi il ne roule pas plus vite que ça. Vraiment pas, mais est-ce que c'est pas... Puis là, on revient dans la dernière année ou 2. Les gens, on dirait ils s'éloignent des sacs de sel. Ils reviennent à des supports à bagages en arrière, comme si c'était la nouvelle invention. Oui, exact.
Une nouvelle sorte de porte-bagages. Ouais, En porte-bagages de thermoplastique. bikepacking. C'est en plein ça. T'es comme, OK. Qui ouais. s'installe sur des vélos de route Sur en les hauts carbone. Par exemple, Oui, ça, il y ouais. a des nouvelles façons de les attacher. Au lieu d'avoir des œillets, peut-être qu'ils vont être fixés au banc directement avec des courroies. C'est facile de les mettre et de les enlever. Mais c'est quand même ça. Ça nous amène ou ça nous ramène aux avantages d'une configuration bikepacking. C'est vrai que ton vélo, il va demeurer relativement maniable selon le chargement. En bikepacking, souvent, le poids va être haut sur le vélo. Tu sais, un gros sac de sel. Oui. Il y en a des très gros, là, jusqu'à 15-20 litres là, quasiment. Là, puis des même chose, ceux qui utilisent des sacs sur le guidon, tu sais, un type. Plus, Là, 25 litres même, hein, Arkel. Effectivement. Ça fait du poids, ça, là, puis c'est du poids qui est haut sur le vélo. Ouais. Donc, tu sais, l'avantage, je pense que le vélo demeure maniable, mais ça dépend du chargement. Si on passe la ligne d'être trop pesant, ben, ça va influencer ça, puis ça sera peut-être plus vrai que c'est maniable. Donc, tu sais, c'est ça. Le poids est réparti plus haut la plupart du temps. Ça, c'est à faire attention. Mais tu parlais d'aérodynamisme tantôt, je pense. Mais ça pourrait être à vraiment faire des vrais tests. Des vrais tests terrain. Ouais? Tu sais, rarement dans une expédition plus longue, c'est un facteur. Là. Peut-être à moins que quand tu prends une journée de vent en face, là, dans le milieu du Canada, quelque part, là, tu sais, puis que peut-être que là, l'aérodynamisme en cyclotourisme, peut-être moins... Un impact, quoi que même en course de bikepacking, là, ceux qui font ça. Il doit y avoir un certain aspect d'aérodynamisme, là, mais on s'entend, t'es à 25 km/h, là. C'est pas une navette spatiale ou un avion non plus. C'est que je me demande à quel point le bikepacking est influencé ou ces sacs-là sont influencés pour une minuscule partie qui fait des courses très longues, comme le Tour Divide, où ils vont pas faire à manger. Ils vont pas avoir beaucoup de vêtements. Ils vont généralement pas avoir de caméra photo. Ils veulent aller le plus vite possible, pas s'arrêter. Est-ce que ces sacs-là sont bons pour ce public-là, mais que finalement, pour le reste des gens, on devrait juste rester à des sacoches? Souvent, c'est la nature même du marketing, ça, Joe. Tu sais, les gens veulent se sentir marginal. Puis qu'est-ce que tu me parles là? C'est quand même des activités marginales. Tu sais, c'est très, très... c'est fort, c'est porteur, ça fait rêver. Ben, y a peu de gens qui vont faire la vraie Tour Divide, là. Mais c'est quand même... Ça vend. Je veux dire, regarde, North Face, ils vendent des manteaux aujourd'hui en vantant l'escalade de l'Everest, tu sais, mais il y a combien de personnes qui vont prendre un North Face pour monter l'Everest? Ouais. Voilà. C'est probablement la même chose. Il y a beaucoup d'exercices marketing là-dedans. Là. Il faut en prendre et en laisser là-dedans. Mais c'est vrai, est-ce que ça répond à un vrai problème? Toi, c'est quoi ton... ayant accès à tous les produits, c'est quoi ton kit préféré? Mais encore, comme qu'est-ce que je te disais tantôt, ça va être influencé par où est-ce que je m'en vais, puis c'est quoi l'objectif. Si je pars longtemps, je vais aimer l'aspect de pouvoir remplir une sacoche, là, vraiment une grosse valise. Là, c'est bas sur ton vélo, ça influence pas trop le pilotage ou le moins possible. Puis tu peux loader en masse, là. Ouais. As-tu déjà essayé les sacoches en avant avec des racks, des supports style... Surbaissé? Ouais, plus bas, là, qu'ils appellent Lowrider. C'est comme Tubus, Tara et Duo. Encore là, on peut... Tu sais, plus qu'on a de place, plus qu'on remplit, plus c'est pesant. Non, mais c'est parce que moi, je voulais te dire que j'aime beaucoup ça. Mais oui, parce que... Mais c'est là que je m'en allais aussi, c'est que tu as beaucoup de poids, mais là, on va baisser la charge le plus bas possible. Ça va moins influencer le pilotage. En fait, mon conseil, je recommande toujours que si les gens n'ont pas 4 sacoches, c'est mieux d'avoir deux sacoches en avant que 2 sacoches en arrière. Pourtant, si tu as l'option dans ta fourche. Oui. Cependant, c'est plus simple d'avoir un support à bagage arrière. C'est pour ça qu'on voit ça. T'sais, moi, quand j'ai commencé... D'ailleurs, c'est un peu... tu te prends... à l'époque, tu te prends un vélo de montagne que tu avais, tu visses un porte-bagages en arrière, puis tu mets des pneus slick, des pneus lisses. Ouais. T'es rendu avec un vélo de cyclotourisme. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des vélos, entre gravel et cyclotourisme, là, ils ont des embases à l'avant maintenant, c'est sûr. Ils ont tous des points d'accroche, d'ancrage à l'avant aussi. Mais c'était peut-être... Quand moi, j'ai commencé, puis j'ai pris un vélo de montagne, il n'y en avait pas sur la fourche. Mais toi, quand tu as commencé à faire du vélo, les roues étaient très grandes. Ils étaient très rondes. Il avait inventé la roue à l'époque. Je vais te nommer des équipements, Ben, puis je veux que tu me dises ce que tu en penses, OK? Oui. Donc, sacoche en arrière, sacoche de cyclotourisme ou sac de sel?
l'affaire là-dedans, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que tu vas utiliser sur ton porte-bagages? Typiquement, tu mets ta tente, un matelas de sol, quoique les matelas de sol, maintenant, c'est tout petit, là, ceux qui gonflés. Un n'empêche pas l'autre. Peut-être aujourd'hui, si je pouvais, je prendrais les deux si je partais pour un certain temps. Les deux en même temps? Tu veux dire, tu mets ton support à bagages et un sac de sel au lieu de mettre un sac sur le support à bagages? Ça peut être limité par la taille du vélo, là, ça dépend des gens. Ouais. Mais oui, je ferais les deux. Puis la raison un peu, c'est que ça me permettrait probablement une journée où est-ce que je veux partir, laisser mon bagage à un endroit, à la tente ou de quoi. Bon, je laisse mes valises là, puis je pars seulement avec un sac pour une journée. Tu sais, un sac sous la selle, c'est le fun pour une journée de temps. Souvent, t'as juste le bon format pour mettre un peu de vêtements de rechange. Mais pourquoi t'aimes mieux ça que mettre un sac étanche avec des bungees sur le support? Ben, c'est un autre bon point. Ça ferait probablement le même travail. Je pourrais moi, mettre plus de choses. Moi, j'ai un gros camion dans la vie. Il est tout le temps rempli de plein de jouets. Là, fait que là, si je pouvais mettre plein de choses sur mon vélo, je le ferais. Mais moi, je préfère le sac étanche, ultra léger. Tu l'enlèves super facilement. Puis je trouve que c'est très, très, très modulable, vraiment plus qu'un sac de sel. Tu peux rajouter tes souliers, tu peux mettre une tente si tu as besoin des gougounes attachées, là, hein? Ça fait tourisme. Mais c'est ça, je te dis. Moi, j'aime pas ça, des choses qui pendouillent accrochées après des crochets. Tu es en train de me dire que t'as pas de tasse du tout? On a déjà abordé le sujet, là. Ma tasse, c'est même pas une vraie... C'est un pot dans lequel tu mets tes brosses à dents, là, en fait, mais que j'avais acheté au Chili. Toujours ça. C'est un verre en plastique bien dans une discussion. Très, très petit. Je pense qu'on en voit de moins en moins. Je me demande si il n'y a pas eu quelques années où on avait des sacs de sel puis que finalement, on a réalisé qu'un support, c'était juste vraiment mieux. Surtout qu'il y a des supports maintenant qui n'ont même pas besoin d'œillets. Tu regardes des Telfin ou... Thule ont sorti des produits il y a quelques saisons. Ça existait. Sac de guidon versus boîte à lunch, tu en as parlé un peu. Quand est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Clairement, la boîte à lunch est toujours mieux. Pour vrai, ça va tellement bien. Ça fait... Moi, là, j'ai eu des burrito bags, là. Ouais. Puis en fait, là, ça va avoir l'air tout le temps qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de plugger Arkel, là, mais ils ont vraiment des beaux produits, OK? Puis, il y a un ami qui a développé leur nouveau sac. C'est un mélange du burrito pour le look. Je pense que le burrito bag, c'est cool, là. T'as un petit Saint-Bernard sur ton guidon, t'es content. Mais le burrito bag traditionnel, là, c'est pas pratique. Tu essaies de rentrer une sandwich dedans puis ça devient du pâté chinois. T'as pas de place. Le zipper, pour donner accès au cylindre, parce que je pense il faut que les gens s'imaginent que c'est un cylindre attaché en avant de son vélo. Mais dans un cylindre, le zipper, là, t'as de la misère à mettre ta main et mettre une paire de gants. Donc, c'est pas pratique. Tandis que la boîte à lunch, elle est vraiment... T'ouvres le panneau puis t'as accès au frigidaire. Puis pourquoi est-ce que c'est pas populaire, la boîte à lunch? Ça a l'air ringard. Ouais. Puis ça, c'est une autre chose. Puis là, c'est du jugement, mais je suis beaucoup dans le jugement tout le temps, sauf quand je juge pas, là. Mais cyclotourisme versus bikepacking, on tourne un petit peu autour de cette dynamique-là. Dans ma tête, bikepacking, c'est marketing, c'est jeune, c'est anglais, c'est dynamique. Cyclotourisme, ben là, peut-être tu parlais de bike touring tantôt, on pourrait comparer des oranges avec des oranges. Ça fait ringard, ça fait barbe, ça fait t-shirt blanc un peu jaunâtre. Ça fait chandail, ça fait jersey ça de sent vélo l'année 80. Décoloré, trop serré pour ta bedaine. Vieux gants là. La boîte à lunch en avant. Dans mes tiroirs chez moi. Ah, ben là. C'est drôle magasiner. Je pense que ça fait un peu passer la boîte à lunch. Pourtant, c'est tellement pratique. Puis comme on parlait tantôt, il y a certains modèles maintenant de sacs burrito qui ont un rouleau pour les ouvrir. Donc, ils ont une ouverture complète par le dessus. Ça me parle. C'est beau. Visuellement, j'aime ça. Et c'est pratique aussi. Puis, mettons des sacs plus gros. Qui s'ouvrent sur le dessus ou qui s'ouvrent de chaque côté. Là. Il y a comme des espèces de cylindres dont tu parlais, mais beaucoup plus grands. Ouais, mettons 20 litres ou des espèces de... Il y a Atwater qui fait ça, le maraudeur, je pense, à Atwater à Montréal, qui est quand même compliqué à ouvrir. Là. C'est très, très grand, c'est caverneux. Souvent, ça te prend un autre rack en avant sur lequel appuyer. Puis,
il y en a, je pense, c'est 20, 25 litres Encore aussi. là, ça va être pratique des fois sur un vélo de montagne parce que tu as plus large de guidon à l'avant pour que ça puisse s'insérer là. Mais tu l'as dit, tu mets les choses que tu ne veux pas avoir accès là-dedans. Il faut que c'est à la fin de la journée, tu stoppes, il faut que tu demandes tout le setup pour avoir accès à ton sac. Pour moi, c'est pas pratique. Tu sais, l'affaire je te parlais de créer des problèmes ou de déplacer. Moi, mon cadre est très petit. Il y a l'histoire de la bouteille d'eau que je ne sais jamais où mettre. Puis il y a mon électronique. J'aime ça me promener avec un drone, avec une caméra photo. Ben, encore une fois, la bonne vieille boîte à lunch en avant, c'est magique, là. Ben, c'est ça. Ça brasse pas tant la boîte à lunch. Ça m'est arrivé d'en briser. Là. Il y a des systèmes qui sont... Des clips en plastique, là? Oui, exactement. C'est comme j'avais une Ortlieb qui a brisé parce que l'intérieur est en plastique, puis même éventuellement, ça va finir par briser. Je trouve que le système en métal de Arkel a des avantages par rapport à ça, mais il se déclipe un peu moins bien, là, marginalement moins bien, mais j'en ai jamais brisé. Ça dépend sur quelle route. C'est l'autre aspect que tu parles là. Tu peux les déclipser facilement d'habitude. Bon, peut-être pas ce modèle-là. Oui, mais ça te sert de sac de voyage après aussi. Aller à l'épicerie, tu peux juste amener ce sac-là. Oui. J'ai dit à Marc l'autre fois, qui est le patron d'Arkel, j'ai dit pourquoi tu ne fais pas une boîte à lunch, mais tu sais, avec un tissu X-Pack comme beige, Coyote Brown, Coyote Tan. C'est ça aussi. On dirait que les tissus sont différents pour le bikepacking, les couleurs ou le probablement parce qu'ils sont allés avec du plus léger à la base. Des fois, c'est des Cordura, c'est des gros matériaux plus résistants, plus robustes. On vit à une époque moderne du jetable. Du coton ciré. C'est possible de l'avoir aussi, effectivement. J'ai vu des choses comme ça. Mais non, je pense que les matériaux peuvent être les mêmes maintenant. C'est la conception qui est différente. Il faut que ça soit plus robuste. Si ta boîte carrée, tu veux qu'elle se tienne mieux, tu vas utiliser soit une armature ou un matériel plus robuste. Fait que c'est... All right, je t'amène sur sac de cadre dans le triangle. Qu'est-ce que t'aimes dans tes sacs de cadre? Aimes-tu demi, plein, sur mesure? Là, je reviens, moi, mais c'est pas parce que je suis juste entêté, mais ça va dépendre de l'utilisation. J'aime bien le sac, le demi-sac de cadre. Surtout l'été, pour transporter les bouteilles d'eau, c'est pratique. L'hiver, j'ai moins l'impression que j'ai besoin de ça. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a une configuration différente sur mes vélos été versus hiver. Le truc des sacs de cadre, c'est que ça se transforme moins bien. Ça se transfère moins bien d'un vélo à l'autre aussi. Écoute, ça, d'ailleurs, c'est... Moi, je me suis fait fabriquer un vélo, un Golem, d'un artisan à Québec. Puis j'ai conçu mon vélo avec en tête le fait que je pourrais mettre un sac dans le triangle avant. Donc, il a fallu qu'on fasse le triangle avant plus haut, plus à l'ancienne. Presque une géométrie carrée et non pas avec un tube diagonal. Ah ouais? Oui. Puis c'était le côté pratique de pouvoir utiliser l'espace qui était dans le triangle avant. Un demi que tu as mis là-dessus. Pour pouvoir mettre des bouteilles. Ton sac de cadre est sur mesure? J'ai utilisé une marque existante pour commencer, puis éventuellement, c'est ça. Ça va être un sac qui va être fait sur mesure pour le vélo, avec les inserts pour le visser directement. Là, mais ça pour dire que ça prend un vélo spécial pour pouvoir mettre un sac dans le triangle avant. Sinon, effectivement, si tu as un vélo plus petit, tu n'auras pas de place pour tes bouteilles ou quoi que ce soit. Ça devient. Puis qu'est-ce que tu mets là-dedans? Puis est-ce que tu penses que c'est bon pour tous les types de cyclistes? Par exemple, quelqu'un qui fait juste du vélo de route, là, moi, je l'ai toujours, mon demi-sac de cadre sur un de mes vélos. Manteau, je pense que... Ben, les choses que tu veux qu'elles soient accessibles facilement. Ouais, une pompe, est-ce que mets-tu ça là-dedans? Oui. Tube? Quoique ma pompe, moi, est vissée sur le cadre. Ah oui? OK, t'as ça en dessous de ton... Mais tu peux te faire une section pour tes outils, de chambre à air, des pièces de réparation, des maillons de chaîne, etc. Tu mettrais ça là, dans le cadre. Puis est-ce que ça te ralentit, ça, un sac de cadre? Tabarouette! Non, mais quelqu'un qui fait du vélo, mettons juste de route, on parle pas de voyage. Non, puis même, c'est quand tu roules dans 100% un club, pas scientifique, là, mais je sais un peu... Ça doit être plus aérodynamique, avoir un sac à cet endroit-là, que n'importe où ailleurs. Il est dans le cadre. Il est déjà dans une zone de turbulence, puis s'il y a quelque chose, ça va faire passer l'air par-dessus. C'est juste du bon d'avoir quelque chose dans le triangle avant. C'est démontrer, avoir des bouteilles, c'est plus aérodynamique que de ne pas en avoir. C'est vrai? Oui. Puis particulièrement sur la tige de sel, sur le tube de sel. Ah, parce que le vent... La façon que le vent va frapper dessus, puis que l'air va se
séparé à l'arrière de ça. Il est dans une Hey, c'est zone... un aparté. J'ai vu récemment que les femmes, quand ils font des contre-la-montre, sont plus aérodynamiques de par leur poitrine parce que ça déplace quand ils sont plus penchés, là, mettons vélo de route, ça déplace le vent différemment. Et j'ai vu qu'ils ont mis au dernier Tour de France, je pense que c'était Vingegaard. Vingegaard? Exact, lui. Ils ont mis son radio pour qu'il communique avec l'équipe, non pas au niveau du ventre, mais au niveau de la poitrine pour faire un peu une bosse là aussi. C'est sûr que c'est une façon que l'air va frapper sur l'objet, sur son corps. Mais plus loin que ça, tu savais que c'était interdit de mettre sous ton maillot, pour les contre-la-montre, entre autres, pour créer, mettons, une bosse sur le dos. Ah ouais? Oui, parce que c'est un ajout dans un objectif aérodynamique. Puis pendant un certain temps, ils ont voulu utiliser, par exemple, un sac de type Camelback dans le maillot à l'arrière pour créer une bosse pour améliorer l'aérodynamisme. C'est même interdit. Les UCI interdisent tout ce qu'ils peuvent. Là. Ouais. Puis ça, c'était des exemples par rapport à ça, justement. Par rapport à créer de l'aérodynamisme ou à l'optimiser avec des pièces qui ne sont pas nécessaires. C'est même interdit de se créer des bosses dans le chandail. À l'arrière, en tout cas à l'avant, je vous laisse gérer, messieurs, mesdames. Les bédanes pour les uns ou les... On a rarement vu des champions avec des bedons, là, mais c'est... peut-être que ça serait plus aérodynamique. Bon, OK, Ben, sac de cadre, mon avis, ça coûte cher en avoir un pour chaque vélo. Surtout quand tu as un vélo plus style vélo de montagne. Des sacs comme ça, c'est plus qu'une centaine de dollars chaque. Là. C'est pas plus. Puis quand tu as des cadres un peu plus petits, ça se transfère pas tant. Ça magane aussi beaucoup. Faut que tu mettes des pellicules de protection. Ouais, c'est ça. Espèce de ruban hélicoptère qu'ils appellent, le transparent. Personne qui appelle ça hélicoptère. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Helicopter tape? Non. Ben oui. C'est peut-être 3M. 3M, on va y aller avec un brand. Non, tout le monde appelle ça du helicopter tape. Je vais parler avec mon cœur, c'est une protection Bike Shield. Ben, qui est la même chose. Oui. On parle d'une pellicule de protection. Bon, mais il faut que tu l'installes, il faut que tu puiches dessus pour qu'il soit beau, à quel endroit tu le mets, tout ça, parce que sinon, si tu n'en mets pas... ça risque de briser la peinture, ça c'est sûr. Vraiment rapidement. Tu parles d'une sortie, des ta frictions peinture avec est du sable, c'est jamais bon, hein? Ça carbone, ça brise ton cadre même. C'est comme à se demander. En fait, même les cadres, les sacs de Top Tube que tu parlais là, au début, tu as dit qu'il y en a qui étaient vissés. Ça, je pense que c'est bon, mais ceux qui ne sont pas vissés, est-ce que ça vaut la peine quand même de mettre ça? Ceux qui sont avec du velcro sur le dessus. Il y a un autre aspect là-dedans. Il y a la morphologie du cycliste. Il y en a qui ne seront pas capables de rouler avec un sac à cet endroit-là parce que les genoux vont toujours venir taper dedans, ça les dérange. Ouais. Mais effectivement, quand c'est des courroies en plus à velcro, ça risque d'endommager le vélo plus facilement, puis c'est pas beau. C'est pas beau de maganer le vélo? Ou c'est pas beau d'avoir le sac là? Des grosses courroies de velcro. Ouais, je sais. Mais puis moi, j'aimerais ça, aimer les sacs-là. Puis chaque fois que je débarque du vélo, là, que ce soit une lumière ou peu importe, mon vélo n'est pas suffisamment grand, puis j'aplatis. T'as jamais vu le fameux site Enlarge Your Legs? Donc, si t'avais les jambes plus grandes, ça n'arriverait pas. Ouais, bon, tu m'enverras le lien. Ça se fait. Il y en a qui se font briser les os pour avoir 2 pouces de plus, mais je crois que je vais juste m'acheter un cadre small. Bien joué. Les sacs fourre-tout au guidon, qu'est-ce que tu en penses? Où tu peux mettre ta bouteille d'eau, où tu peux mettre une collation que tu n'es même pas obligé d'arrêter. Moi, j'en utilise sur certains de mes vélos. Mm-hmm. Puis là, ça, c'est vraiment, il y a une dynamique. Si tu dois pédaler debout, c'est quasiment certain que ça va, tu vas te taper dessus sans arrêt. Mais encore une fois, selon la pratique, j'en ai même 2. Ah ouais? Ouais. J'ai fait des expéditions en vélo d'hiver. Puis justement, pour conserver mon eau, que ce soit facile d'aller la chercher rapidement, dans des bouteilles isolées, j'ai mis ça à côté sur le guidon. Tu sais, c'est rare que tu te levais debout. Moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu pédalais jamais debout. Tu essayais juste de survivre assis sur ton vélo. Donc, c'était pas dérangeant à ce moment-là. Pour cette pratique-là, c'était top. Puis donc, moi, j'en utilise. Mais après ça, si tu es dans un parcours où est-ce qu'il faut que tu fasses un 90 degrés puis tu tournes, ils vont être dans les jambes littéralement. Puis j'en avais mis un,
moi, je suis vraiment pas un fan. Là. Je trouve que je pédale beaucoup debout, puis je m'accroche tout le temps le genou dedans. Et j'en avais mis un à Taïwan à l'automne. Et là, je l'ai aimé parce que l'objectif était de filmer. Puis j'avais c'est facile d'accès. Osmo Action, là, qui est comme une GoPro. Oui. C'était... Il y a pas plus proche d'accès que ça. Même la boîte à lunch, c'est pas proche comme ça. Je pouvais prendre la caméra, le micro super vite. J'avais également choisi de ne pas mettre ni cuissard ni chandail de vélo. Donc, j'avais pas de poche en arrière. J'avais juste mon téléphone là-dedans aussi. Puis j'ai réalisé que ça libérait mon dos aussi beaucoup. Sauf que là, j'ai roulé, mettons, 3 semaines. Mais de partir très, très longtemps, là, je sais que ça m'achalerait d'avoir le... Je pense que sur les vélos... Moi, personnellement, j'arrive facilement à m'adapter à ça. Ils sont pratiques, ces sacs-là, mais ça dépend des circonstances. Si tu étais en vélo de montagne et tu veux tourner, c'est sûr qu'il va coincer dans le cadre. Comme toi, comme tu dis, quand tu te lèves debout, c'est sûr que tu vas te péter les genoux dessus. Donc, tu sais, il faut choisir ses combats. Pour pas m'accrocher le genou, je pédalais le genou écarté. Tu vois, ça se prépare pour quand tu vas avoir 70 ans pour faire du vélo avec les petites jambes qui vont de chaque côté. C'est pas bon à la longue de changer ton pédalage parce ça peut peut-être créer des blessures d'usure. Oui, vraiment, oui, je comprends. Le bikepacking crée des blessures. Et voilà, un autre X de cocher. Les sacs sur la fourche ou en tout cas ou des bouteilles d'eau à la fourche de chaque côté. Même chose, moi j'en utilise sur certains de mes vélos. Mais sérieux, c'est fatigant. Tu mets des bouteilles d'eau, là, mais sauf que c'est un bon endroit. En roulant? Non. Encore une fois, c'est pas des choses que tu vas utiliser quand tu as besoin d'un accès immédiat. Mm-hmm. Mais c'est un bon endroit pour mettre du poids sur un vélo. C'est bas, c'est sur ta fourche. Ouais. Donc, tu sais, pour une pratique peut-être plus, vraiment, encore là, c'est cyclotourisme. Hein? Tu mettrais on est d'accord tous les deux que des sacoches qui sont sur la fourche avant, bas, c'est le best. Ben oui, c'est encore plus bas. Moi, ces trucs-là, les espèces de 3 vis à la fourche, je trouve que c'est trop haut. Pourquoi ils ne mettent pas les vis? Il doit avoir un côté vraiment de la construction. On pourrait peut-être parler à quelqu'un qui construit, qui conçoit ça, là. Mais c'est plus bas, tu as moins de place pour mettre les vis aussi. Le matériel, il y a quelque chose. Là, c'est... Ah ouais? C'est sûr. Ou peut-être dans le disque? Non. Non, c'est à l'extérieur. Je pense pas que ce serait un problème, là, mais... Puis je trouve que encore là, je m'accroche dedans. J'avais essayé peut-être, mettons, je pense que 5 litres. On a des grands pieds. Mais non, mais pas tout. C'est quand tu tournes, j'avais essayé de mettre des 8 litres de chaque côté, qui est peut-être trop gros. Je pense que le maximum, ça serait peut-être 5 litres. Puis encore là, avec des espèces de petites straps. J'aime les... je sais pas si tu en as vu, c'est les Ortlieb, il a sorti ça il y a quelques années, puis c'est comme, en fait, c'est comme des sacoches, mais accrochées sur la fourche, qui rentrent, qui clippent verticalement dans la fourche. Ouais. Ça s'enlève super bien, aussi bien des sacs sacoches. étanches là, qui sont accrochés. C'est vraiment comme leur sacoche, mais vertical. Qui se clip sur la fourche sur laquelle tu as mis un clip de plastique. Ouais, parce que sinon, je trouve que avec des courroies voilées, là, puis, ou bien des velcro ou tout ça, ça finit toujours par bouger. Je descends des côtes, puis là, ça bouge. Ouais, puis mais là, faut tu que vas utiliser ces endroits-là pour mettre un matelas de sol. Ouais. Moi, je mets des bouteilles, des bouteilles d'algène, mais ça, c'est vrai, ça finit toujours par être lousse, par faire du bruit. Mm-hmm. Ça tient, mais c'est tannant. L'idéal, c'est ça, c'est que tu vas utiliser des trucs cylindriques pour mettre à cet endroit-là. Donc, est-ce que ça peut être des piquets de tente? Toutes des choses, dans le fond, qui sont résolues si tu utilises des valises ou des sacoches. Oui, c'est ça, encore une fois. On va te faire plaidoyer pour le cyclotourisme. Faites-vous pousser une barbe, s'il vous plaît. Mon dernier point d'équipement, puis ça, je ne sais pas si c'est cyclotourisme ou bikepack. Là. Je pense peut-être que c'est l'influence du bikepack, mais c'est le sac ou le bidon en dessous du tube dans le tube. Oui, mais ça revient à utiliser au maximum l'espace que tu as. Le moins que j'ai de choses dans mes poches en vélo, le plus heureux que je vais être. T'sais, donc là, si je peux le mettre à quelque part sur le vélo, puis évidemment, tu vas mettre quelque chose là que tu n'auras pas besoin. Donc, un coffre d'outils. Il y a les petites bouteilles, c'est fantastique. Tu peux mettre ton fuel pour ton réchaud. Donc, quelque chose que... Pas une bouteille d'eau. J'en ai beaucoup en bikepack qui mettent une bouteille d'eau là. Non, mais là, ça vient tout dégueulasse quand tu veux boire. Tu vas l'utiliser pour transvider dans tes autres bouteilles. Juste pour transporter ton eau. OK, mais là, si tu mets ton eau là... Je te recommande pas de boire au bouchon. Où tu mets tes... Tu visites dans un champ. Là, où tu mets ta chambre à air de rechange, puis où tu mets tes outils si tu les mets plus en dessous. Là, il faut que tu les déplaces ailleurs.
Ouais, mais c'est parce que tu vas partir peut-être pendant un certain temps. Donc, tu auras une place pour les mettre, un sac ou quelque chose d'autre. C'est vraiment pour aller chercher de l'espace supplémentaire pour une bouteille d'eau. Plus d'eau, tu traverses le désert pendant 40 jours. Oui. Puis, tu vas chercher tous les espaces que tu as. Donc, ça, c'est une belle façon de le faire, je pense. Est-ce que tu penses que Jésus avait sa grosse nalgène sur le dent de toube? Je pense qu'il n'y avait pas de vélo. Il marchait dans les airs, lui. Ouais. De toute façon, il marchait sur l'eau. Était-tu capable? Est-ce qu'il était capable de mettre un verre dans l'eau ou ça bloquait? Parce qu'entre lui et l'eau, il y a comme un plancher. Là, Tension de surface, c'était pas la même avant. Hmm. Avantages, inconvénients de tout ça, on en a parlé pas mal. Compatibilité des sacs de bikepack. Est-ce que tu vois qu'il y en a qui ont au magasin qui n'ont pas d'œillet et qui sont obligés d'aller chercher quelque chose à velcro? Je pense que de plus en plus, il va y avoir des œillets. Puis là, combien de temps ça va être à la mode, je ne sais pas encore. Là. Moi, j'ai vraiment... Puis j'imagine c'est un peu dans la conclusion que j'avais, moi, perso, un peu vers ça. C'est que le bikepacking, c'est vraiment une mode. C'est un terme marketing. Les compagnies, ils vont saigner ça, mon gars, autant. Tu sais, autant que le gravel bike, c'est peut-être plus marginal que le gravel bike, entre parenthèses, mais le bikepacking, c'est du marketing. C'est un rebranding du bike touring, du cyclotourisme. Ouais. Est-ce que ça te fâche? Non. Moi, ça me fâche. Moi, ça me fâche pas, mais je pense que c'est peut-être... Ça a un lien peut-être avec notre époque. T'sais. Les gens focusent beaucoup sur les outils, plus que sur l'expérience, plus que sur la finalité, je pense. Non, mais moi, ça me fâche l'utilisation à outrance du mot bikepacking alors que c'est du cyclotourisme. Je suis tanné de voir des vidéos YouTube ou des articles, 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de faire mon premier trip de bikepacking. Puis là, ils ont 4 sacoches, puis une boîte à lunch, puis un gros sac, puis ils sont sur une piste cyclable. C'est pas du bikepack, mais vu que c'est tellement le mot à la mode, là, c'est rendu que moi-même, j'écris comme si je faisais du bikepacking, mais en vrai, c'est juste un mot. Pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Cyclotourisme, c'est peut-être moins Instagram-friendly. C'est plus ludique, par exemple. Cyclotourisme, moi, c'est vieillot. C'est un terme, d'après moi, qui est vieillot. Les nouveaux venus, je pense, dans le cyclisme, là, ils ne s'identifient pas avec ça. Donc, pour eux, leur apprentissage du cyclotourisme, ça a été via des publications sur le bikepacking. Ils ne se posent même pas la question s'ils font un ou l'autre. Ils font du bikepacking. Le cyclotourisme, là, c'est juste bon pour des gens qui ont parti 4 ans de temps de chez eux, qui ont fait 3 continents, puis qui font des conférences, tu comprends? Culpablé, comme on dit en Amérique du Sud. Mais écoute, ça m'amène sur peut-être boucler. Là, au début, je te parlais de l'histoire du bikepacking, tout ça, mais le dictionnaire n'invente pas des mots. Non. Le Il utilise ce que les gens utilisent. C'est ça. Oui, il prend les mots qui sont utilisés, puis il dit voici ce que tout le monde pense que tel mot veut dire. Fait que là, nous, on vient de dire c'est quoi du bikepack selon notre définition. Mais si personne connaît cette définition-là et l'utilise selon ce qu'il pense, et c'est-à-dire que ça veut dire autant du cyclotourisme que du bikepack, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, bikepack veut dire n'importe quoi? Oui. C'est un fourre-tout. Elle est bonne. Non, mais tu sais... Non, mais bikepacking, je pense, tu parles du dictionnaire, là, ça le dit. On va pacter quelque chose dans ton bicycle. Tu sais, t'essaies de remplir au mieux que tu peux l'espace que dans un sac sur ton vélo. Tu pactes quelque chose. On appellerait ça du vélo-pactage en français. Du vélo pacté, ça dépend de l'heure de la journée, là, mais quand même, tu sais ça. Je pense que si tu as-tu déjà fait du vélo pacté? Ça m'est déjà arrivé une fois, je suis parti du lac Saint-Joseph pour m'en rendre à Sainte-Catherine. C'était vraiment un beau souvenir. Dans le bout de Québec? Ouais. C'est combien de kilomètres? Une treizaine. As-tu eu un accident? Non. Non? Quand j'étais au barreau, il y a un lundi soir, après un examen, on était allé au bar et il y en a un qui était retourné chez lui après cette soirée-là. Et le lendemain, il était tout brisé. Là. Il avait le visage tuméfié parce qu'il avait pris la piste cyclable.
Puis il dit qu'il frappait une espèce de chaîne de trottoir, là, mettons un 15 cm à gauche et à droite, une piste cyclable fermée. Il frappait à gauche, à droite, à gauche, à droite, et c'est comme ça qu'il avançait jusqu'à chez lui, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il frappe trop. Donc, il faisait en pas angle. du cycling, il faisait du bowling. Lui, il faisait du vélo pacté. Ouais, on va clore aussi ce chapitre. On va essayer de fermer le zipper sur le sac s'il n'est pas trop rempli. Hein? C'est pour ça qu'il faut ça te prend de quoi de rouler avec des clips. Mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Ben, comment on te joint? @Espresso Sport avec un S à la fin. Et je suis disponible sur Instagram et partout au @Jonathan Berroy. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. Ah!